You do the thousands of people that you have stiffed over the course of your business not deserve some kind of apology from someone who has taken their labor, taken the goods that they produced, and then refused to pay them? Vous venez de voir des extraits du débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump le 26 septembre dernier, un premier de 3 débats dans lesquels les 2 candidats présidentiels ont déployé leurs styles respectifs, des styles bien sûr extrêmement différents. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les communications des 2 candidats, leur style, leur stratégie et leur rhétorique aussi, avec Chantal Benoît-Barney, qui est professeure au département de communication à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Martin, directeur de la chaire d'études économiques et politiques américaines et chercheur affilié au Cerium. Bonjour. Bonjour. Chantal, Trump ment. Ou, s'il ne ment pas, il ignore les faits et dit et redit ce qui lui chante sans souci d'exactitude, à des niveaux qu'on n'a probablement jamais vus dans l'histoire récente, et ça fonctionne. Comment est-ce que ça se peut? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Alors, il est tout à fait possible que plusieurs de ses supporters ne croient pas, en fait, ses propositions. Un mur entre les États-Unis et le Mexique qui sera payé par les Mexicains. On peut tout à fait penser que ces propositions-là, qui peuvent sembler farfelues pour plusieurs, et même, je pense, pour ses supporters, ont un niveau, une intensité qui se marie bien et résonne avec leur vision, en fait, des États-Unis. Mm-hmm. Donc, le mensonge peut être vraiment vu de plusieurs manières. Évidemment, il y a ceux qui peuvent aussi tout à fait être déçus par ces mensonges à répétition. Mais il ne faut vraiment pas sous-estimer, en fait, l'idée que, finalement, cette rhétorique, elle est intense, elle est alarmiste, et que pour plusieurs Américains, ce niveau d'intensité est tout à fait approprié. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que la forme, finalement, est plus importante que le fond, le fait de le dire avec force, de le répéter, est plus important que ce qui est dit, en fait, alors, ce qui est répété? Je ne dirais pas ça comme ça, parce que je ne suis jamais, en fait, capable de dissocier la forme et le fond. Je pense que les deux vont vraiment ensemble, et on doit les concevoir ensemble. Maintenant, cette vision des États-Unis, cette vision lugubre, on va dire, en tout cas pessimiste, elle s'inscrit tout à fait dans la rhétorique, donc, récurrente de Trump. Donc, une rhétorique comme ça, pessimiste, se marie bien à un ton alarmiste. Mm-hmm. Alors que pour Hillary Clinton, une vision plus optimiste va, elle, évidemment, aussi se marier beaucoup plus à un ton plus posé, plus raisonné. Donc, les deux doivent être cohérents. Mm-hmm. En fait, cette vision, que vous pouvez nommer le fond, mm-hmm. et ce ton doivent se marier. Et donc, ça fonctionne. Si c'est cohérent... Jusqu'à un certain point. Manifestement, si on en croit les sondages, il y a une cohérence. Il y a entre ce ton et cette vision, oui. Mm-hmm. Pierre, on parle de Clinton, qui a aussi un message cohérent, mm-hmm. plus positif. Et pourtant, on pourrait s'attendre à ce qu'elle mène bien davantage dans les sondages. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parfaitement. Il y a quelque chose qui cloche quand même chez Clinton, malgré la cohérence, malgré un ton beaucoup plus classique. Là, il faut faire attention, parce que si on prenait l'élection avec ce qu'on appelle en sciences politiques 2 candidats génériques, oui. OK? C'est-à-dire que des candidats qui reflètent typiquement la normalité de leur parti, le contexte serait en principe favorable aux républicains. Ça fait 2 mandats de suite pour les démocrates. La croissance économique de cette année, dans les années passées, ça a été bien, mais cette année même, la croissance toute récente est plutôt modeste. Mm-hmm. Et malgré le fait que le président Obama soit relativement bien perçu, peut-être que c'est tout simplement par comparaison avec les 2 autres, il semble que en sciences politiques, on construit des modèles comme ça qui nous permettent d'estimer le résultat probable d'une élection, peu importe la personnalité des candidats. Et dans ce contexte-là, les républicains seraient favorisés. Donc, ce que ça signifie, c'est que Mme Clinton a un mur, ou une pente en tout cas, à remonter. Parlons pas trop de mur, là. Oui. une pente à remonter face à l'électorat. Et dans les circonstances, évidemment,
on n'a pas un candidat générique. On n'a pas un candidat. En fait, on a deux candidats assez atypiques. Même Clinton, vous la considérez comme atypique? Oui, parce que normalement, un candidat présidentiel, très souvent, arrive avec un déficit de connaissances, donc n'est pas bien connu nécessairement dans la population. On pense par exemple à Bill Clinton lorsqu'il était candidat en 92, on l'oublie, mais il était gouverneur d'un petit État relativement marginal. Et, il n'était pas attendu là. Il a dû quand même beaucoup travailler à se construire une personnalité, à se construire une perception dans l'opinion. Et c'est le cas de beaucoup de candidats. On l'oublie parce que, bon, le président, on les voit comme étant tellement importants a posteriori, mais a priori, Barack Obama, c'est pareil, était mal connu. Si on recule en arrière, on peut comprendre que la situation actuelle est très atypique. Mme Clinton est archi connue. Et ses adversaires politiques ont eu 25 ans pour développer une antipathie profonde avec Mme Clinton. Elle est atypique pour des raisons diamétralement opposées à celles de Trump. Et donc, M. Trump, lui, était archi connu aussi, mais pour d'autres raisons. Il s'était construit une image comme vedette de télé-réalité, mais c'est une image qui, pour revenir sur le thème qu'on avait tantôt, qui accentue cette faculté qu'il a à pouvoir dire relativement n'importe quoi tout en projetant l'image du leader, du chef, du patron, parce que son émission, qui a duré 14 ans, qui a eu des centaines de millions d'auditeurs avec le temps, de téléspectateurs, ils l'ont vu assis au bout de la table, sur un immense fauteuil, dans un contexte où il était le seul à prendre des décisions. Oui, il était le décideur ultime. Il était présidentiel d'une certaine façon. Exactement. On revient à cet extrait qu'on regardait tout à l'heure. Il avait le look présidentiel. Et quand on a cette perception-là chez des dizaines, sinon des dizaines de millions de personnes, on peut, jusqu'à un certain point, dire n'importe quoi. Ce qui amène est-ce que, ça on se pose la question depuis le début des primaires, est-ce que Trump est vrai, est authentique? C'est un peu là-dessus qu'il fait son pain et son beurre. Il dit, moi je dis ce que je pense, I shoot from the hip. Mais en même temps, ça semble trop beau pour être vrai d'une certaine façon. On ne peut pas se rendre là en politique sans avoir calculé, construit quelque chose. Donc, est-ce qu'il est vraiment vrai ou cette image d'authenticité est construite, selon vous? Je pense qu'on vit vraiment dans une société où il y a une tyrannie de l'authenticité. Vraiment, l'authenticité, c'est une valeur en soi et c'est vraiment une qualité que l'on recherche. Évidemment, cette authenticité, elle est portée par un style rhétorique très conversationnel. Les discours de Donald Trump, si on les voit à l'écrit, sont complètement décousus. Comme d'ailleurs une conversation. Si vous écrivez une conversation, c'est complètement décousu. Ce que ça fait, c'est que c'est plein d'ellipses. Des ellipses, c'est très intéressant en politique parce que les ellipses, c'est l'auditoire qui va finalement compléter la pensée, compléter la phrase, compléter l'idée à sa manière, selon ses registres, selon ses préférences. Et donc, on peut se reconnaître assez facilement dans ce genre de propos. Pas tout le monde, évidemment, mais l'ellipse, c'est quand même intéressante pour lui. En plus, ce style conversationnel comme ça, qui lui permet de sauter d'un sujet à un autre sans nécessairement de cohérence totale, globale, je dirais, fait que son propos est facilement circulé sur les réseaux. Ses idées, ses phrases ont déjà 140 caractères. Donc, la reprise est facile, très facile, ce qui joue en sa faveur jusqu'à un certain point. Donc, je ferai attention, évidemment, on voit bien avec, je crois, le cas Trump, on voit bien les dangers de cette recherche de l'authenticité, parce que cette authenticité, qu'elle soit vraie ou pas, je pense pas qu'on puisse se positionner à cet égard-là. Est-ce qu'il est vraiment comme ça ou il ne l'est pas? Lui seul le sait, et peut-être sa femme. Mais ce que ça fait, c'est que finalement, on a une rhétorique qui est de proximité. Il n'est pas le seul à faire ce genre de rhétorique, mais il est un maître de la conversation devant un auditoire. Et son auditoire, c'est un interlocuteur singulier.
lui. Hein. Il s'adresse à lui un peu comme s'il avait un interlocuteur, évidemment un interlocuteur qui ne répond pas, sinon pour applaudir ou de façon muette pour compléter ses phrases. Donc ça joue en sa faveur, ça. Ah, intéressant. Ce qu'on peut voir comme une faiblesse sur le plan, si on s'attarde effectivement et qu'on décortique, ça peut sembler une faiblesse, ou du moins sur le plan littéraire. Oui. C'est plein de failles. Et pourtant, c'est la raison Absolument. pour laquelle ça peut fonctionner. Intéressant. Pierre, les deux candidats sont les plus mal aimés, les plus impopulaires de l'histoire récente des États-Unis, l'histoire électorale. Comment ça paraît dans leur communication? Hillary Clinton essaie de se positionner comme quelqu'un de positif, alors que Donald Trump a une vision plutôt négative. Et pourtant, on voit dans les publicités, c'est très sombre, y compris du côté de Clinton. Donc, c'est très difficile de se mettre en avant de façon positive dans cette campagne-là. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça reste une campagne parmi les plus négatives qu'on a vues jusqu'à maintenant? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, on sait que on voit que les deux candidats sont perçus négativement. Tous les sondages le confirment. Mais c'est une perception qui a des bases différentes. Dans le cas de M. Trump, c'est-à-dire ceux qui l'apprécient parce qu'il a été sélectionné leader. Donc ça, c'est l'appréciation partisane. Même s'il y a des partisans qui vont voter pour lui, même s'ils ne l'apprécient pas. Et il y a une appréciation de vedette de télé-réalité, de notoriété, tout simplement, des gens qui ont vraiment embarqué dans son personnage. Mais ceux qui ne l'apprécient pas, ceux qui ont une opinion défavorable, sont ceux qui le croient incompétent, sont ceux qui le croient vulgaire, sont ceux qui le croient, qui pensent que ses idées ne tiennent pas debout, etc. Donc, c'est une question de personnalité, de compétence, de tempérament, comme dit souvent Mme Clinton. Du côté de Mme Clinton, c'est différent. C'est-à-dire qu'elle est assez largement reconnue comme une personne compétente, comme une personne à qui on peut confier des responsabilités, et même par ses adversaires. Puis c'est justement une partie de la raison pour laquelle ses adversaires lui sont défavorables, c'est qu'elle est capable de passer un programme et ils sont en désaccord avec le programme. Ça, c'est une partie de la raison. Elle a aussi, il faut comprendre, 25 ans d'efforts de la part de l'opposition républicaine pour diaboliser le personnage. Donc, dès son arrivée à la Maison-Blanche, elle a voulu se mêler des affaires de l'État. Ce n'était pas le rôle d'une première dame. Elle a eu beaucoup d'opinions négatives à son endroit. Ça s'est un peu rétabli lorsque les gens ont vu sa réaction très humaine au problème de son mari. Et, intéressant, lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle avait une perception très favorable. Les gens la voyaient à son meilleur, en train de gérer les affaires de l'État, sans nécessairement être la numéro un. Et donc, le fait d'être une femme à ce moment-là était moins mise en évidence. Et là, elle est la femme qui prétend pouvoir être numéro un, et pour plusieurs, ça gêne. Et en plus, il y a tout ce relent de ces années d'acharnement de l'opposition. Donc, c'est deux personnages qui ont été construits différemment. Mais évidemment, la négativité a une autre fonction, c'est que c'est tout simplement la seule façon de rallier les partisans et de leur donner une cohérence. Parce que du côté républicain, on a une coalition très diversifiée de différentes sortes de conservateurs qui ne sont pas nécessairement des alliés naturels et qui vont devenir alliés seulement s'ils focalisent sur l'opposition. Et c'est ça que Mme Clinton, c'est la candidate parfaite pour faire ça. Il nous reste à peine une minute, mais je tiens quand même à ce qu'on parle du rôle des médias, parce que les médias qui ont des temps un peu difficiles, là, ont énormément de téléspectateurs, notamment et c'est beaucoup à cause de Trump. Et il y en a qui se demandent si les médias n'ont pas donné une visibilité gratuite à Trump, même si la couverture peut être assez négative. Donc, est-ce que c'est l'effet « parlez-de-moi en bien, parlez-de-moi en mal, mais parlez de moi », autrement dit, juste le fait d'avoir de l'exposure, pardonnez-moi l'expression, a pu donner à Trump cette
On pourrait le dire, la place de la controverse, hein, c'est pas nouveau. Les médias se nourrissent de controverses et la politique se nourrit de controverses. Donc, ça se marie très, très bien. Mais il y a des initiatives récentes de la part des médias, et je pense à ces sorties récentes de différents journaux qui mettent en garde contre l'élection de Donald Trump. Il y a tous ces médias qui font du fact-checking, permettez-moi l'expression. Donc, c'est devenu vraiment une partie importante de leur travail. Donc, je crois qu'il y a des initiatives qui sont très certainement intéressantes. Et puis, si vous me permettez, je veux quand même qu'on s'intéresse et qu'on pose la question du leadership féminin, parce que les femmes donc, qui atteignent comme ça les sommets, qui prétendent atteindre les sommets, ont cette difficulté particulière de devoir, en fait, trouver un registre rhétorique qui leur permette d'établir une autorité crédible et qui soit en phase avec les attentes de la population. Et ça, pour Hillary Clinton, c'est un vrai défi. Alors que l'éthos de M. Trump, cette espèce d'éthos de vainqueur viril, homme d'affaires, va tout à fait, semble tout à fait naturel dans ce registre-là. Et on doit se questionner là-dessus comme société. Elle a un défi particulier. La question est ouverte. C'est toute une question qui est nouvelle en plus, parce qu'on n'a jamais eu une femme dans cette fonction-là jusqu'à présent. Chantal Benoît-Barney, professeur au département de communication de l'Université de Montréal, et Pierre Martin, professeur au département de sciences politiques. Merci à vous deux. Merci. Merci.